Merci beaucoup à Rachel pour cette invitation qui me permet effectivement de me replonger dans des choses que je n'avais pas trop travaillées depuis la thèse. Je vais essayer dans cette communication de montrer que la base des groupes sculptés constitue un élément primordial de leur conception et de leur perception. La base est rarement décrite par les auteurs anciens. Ces bases de groupes statuaires ont certainement été pensées par le ou les concepteurs du groupe, qu'ils soient les sculpteurs ou les commanditaires. Certains espaces saturés de statues offrent quelques exemples de bases qui s'inspirent d'un support voisin réussi et qui témoignent de l'émulation qui régnait dans les sanctuaires en particulier ou sur les agoras pour installer ces groupes statuaires sur des bases adéquates. À travers des exemples pris dans des lieux d'échelle et de fréquentation différentes, des sanctuaires panhelléniques ou suprarégionaux, des sanctuaires régionaux tels ceux de Thermos ou Oropos, des sanctuaires locaux comme le Dionysian de Thasos, en utilisant une chronologie large pour les supports retenus en exemple, du 6e au 2e siècle, je montrerai d'abord comment on peut définir la notion de groupe en fonction du rapport des figures entre elles et à leur base. Dans un deuxième temps, je présenterai un panorama des types de bases utilisées comme support pour des groupes, avant de m'intéresser enfin aux bases insérées dans des constructions, bâtiments abritant un groupe statuaire et participant largement à sa mise en scène. Il s'agira ici d'être sensible à l'adéquation entre le type statuaire, qu'il représente des figures humaines seules, des hommes et des animaux, des hommes et des dieux, et le support, mais aussi à l'adéquation entre le support et l'emplacement choisi, principalement le long des voies de circulation ou sur les places où s'assemblaient les fidèles et les visiteurs. Groupes familiaux, groupes généalogiques, galeries de portraits, groupes mêlant hommes, dieux, héros ou animaux, tels sont les types que l'on distingue généralement. Dans le temps imparti par cette communication, je ne peux aborder les termes employés dans l'Antiquité pour les désigner, mais je rappelle qu'aucun terme spécifique n'existe en grec ancien pour désigner un groupe sculpté, un groupe statuaire tel que nous l'entendons. Certains groupes sont synchroniques s'ils mêlent des figures que la légende ou la vie réelle a fait coexister. D'autres, au contraire, sont diachroniques s'ils mêlent des figures d'époques différentes. Comme le constatait Werner Techno dans son article Die Statuarische Gruppe in der griechischen Kunst, paru en 1939, la distinction entre les types de groupes peut se faire par sujet représenté, mais aussi par la forme du groupe, cette dernière étant liée à la forme de la base qui nous intéresse aujourd'hui. Techno, qui définit le groupe statuaire comme la mise en relation de plusieurs figures de rhombos pour former une nouvelle unité, a relevé les différents types de groupes distingués par les historiens de l'art qui l'avaient précédé. Et c'est ce que j'ai résumé à l'écran. Sauer distinguait en 1887 les groupes représentant une assemblée, les groupes représentant des figures en action, les groupes représentant une masse de personnages. Bull, quant à lui, distinguait plus simplement les groupes peu profonds, dans lesquels les statues sont alignées, des groupes en profondeur, nécessairement installés sur une base profonde. Plus récemment, Schantz a distingué les groupes composés de deux statues, les groupes composés d'une rangée, d'un alignement de statues, et les groupes avec action dramatique, et enfin les groupes où les figures sont entremêlées. S'il existe ou non une relation entre les éléments formant le groupe, les groupes sont dits en français paratactiques ou syntactiques. Les groupes dans lesquels les figures sont disposées côte à côte, sans être unies par un rapport, sont dits paratactiques, tandis que les groupes dans lesquels on perçoit des relations entre les éléments sont dits hypotactiques ou syntactiques. Anne Jacquemin, dans sa synthèse sur les offrandes monumentales à Delphes, définit ainsi les groupes paratactiques. Sont ainsi désignés les groupes dont les éléments ne sont pas liés par une action, de sorte qu'ils peuvent être pris individuellement comme des œuvres ayant un sens en eux-mêmes. A l'inverse, un groupe syntactique est un groupe qui présente une action véritable. Les groupes n'ont pas besoin d'être pittoresques, au sens hellénistique du terme, pour être considérés comme des groupes syntactiques, mais c'est l'orientation des statues, la manière dont étaient tournées les unes vers les autres, un geste parfois, qui suffisent à créer un lien entre les figures. Borbein employait l'expression hypotactischer Aufbau, mais en français, c'est bien la syntaxe qui s'oppose à la parataxe. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser le terme groupe syntactique pour désigner les groupes dans lesquels les figures sont liées.
La définition que je retiens est la suivante, donc sont paratactiques les groupes dans lesquels les statues ne sont liées en aucune manière, sont considérés comme syntactiques au contraire les groupes dans lesquels les figures sont liées, arrangées entre elles, afin de donner un sens narratif supplémentaire à la scène. Notre compréhension du rapport des figures avec la base, de leur disposition, est donc primordiale dans notre analyse et pour toutes nos tentatives de restitution des groupes sculptés. Cette définition des types de groupes étant posée, il convient de regarder quels types de supports ont été employés pour les disposer. Pour qu'il y ait groupe sculpté, il faut d'une part que la composition réunisse plusieurs figures dans les diverses manières que je viens d'évoquer, d'autre part que ces dernières soient réunies sur une seule base commune à tous. Les ânèses d'Olympie, qui forment des regroupements de statues disposées côte à côte sur des supports indépendants, sont évidemment exclus de notre réflexion. Chaque figure est sculptée séparément, mais c'est bien leur réunion sur une base commune qui est la condition sine qua non de l'existence du groupe. Voyons d'abord les bases quadrangulaires qui sont les plus répandues. Parmi ces bases quadrangulaires, on va distinguer d'abord les bases rectilignes, qui sont des bases rectangulaires de faible profondeur et qui accueillent depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ une grande majorité de groupes sculptés constitués par l'alignement de plusieurs statues placées côte à côte. Elles sont par exemple très nombreuses à Delphes au 5e siècle avant Jésus-Christ, le long de la voie dite sacrée. Et je laisse de côté dans cette communication les groupes statuaires qui sont installés directement sur le couronnement d'un mur, qui ont un peu la même allure que ces groupes installés sur des bases rectilignes. Mais lorsqu'on utilise le couronnement d'un mur, on ne conçoit pas un support indépendant pour installer le groupe. Le groupe familial dédié par un certain Hilarchès et réalisé par Généléos dans les rayons de Samos constitue sans doute une exception dans le paysage sculpté de l'époque archaïque. Nous ne connaissons ni d'autres groupes familiales de la première moitié du VIe, ni d'ensemble statuaire si efficacement installés à cette époque. En effet, comme vous le savez bien, les 6 statues en marbre local se dressent sur une base à 2 degrés, installée le long de la voie d'accès au cœur de l'Héraïon, si bien que la plupart des fidèles passaient devant l'offrande d'Hilarchès en se rendant au sanctuaire. Les bases en forme de pie, variante de la base rectangulaire permettant d'ajouter des statues sur les avancées perpendiculaires au massif oblong principal, les bases en forme de gamma et celles en forme de tau offraient matière à d'autres compositions qui rendaient les groupes moins uniformes. Les bases en forme de pie indépendantes, non munies d'un banc, sont rares, alors que les exèdres, donc avec banc reprenant cette forme, sont nombreuses en Grèce à partir du IIIe siècle. À Thermos, en Étolie, la famille de Ptolémée a été honorée d'un groupe statuaire disposé sur une telle base exèdre en forme de pie. Ce plan original associe un massif rectangulaire allongé et 2 massifs latéraux qui avancent perpendiculairement. À Thermos, on comprend bien comment les avancées latérales, ce que vous voyez bien ici, ont été mises à profit, ont été utilisées par le concepteur du groupe familial pour placer les statues des Ptolémées. Le monument appartient à une série de bases disposées devant les colonnes du portique est du sanctuaire d'Apollon. Les fondations de la base en pie que vous avez à l'écran sont conservées in situ près de l'extrémité sud du portique. La longueur restituée de la base est d'environ 6,62 m et on sait que 8 statues de bronze y prenaient place d'après les inscriptions conservées. Les 4 blocs inscrits de l'assise porte-statue sont conservés au musée de Thermos. De gauche à droite, les inscriptions sur la face antérieure des blocs permettent de restituer les statues de Ptolémée III et Vergète sur l'aile gauche du pie, donc dans cette partie-là. Les statues de Ptolémée IV, Philopator, Bérénice, Arsinoé III et Bérénice, les filles du couple, puis 3 garçons sur la partie rectiligne, donc dans cette partie-là. Et enfin, sur l'aile droite du pie, on fait l'hypothèse de replacer Ptolémée Ier, ancêtre de la dynastie, ou Apollon, divinité du sanctuaire où se trouve le monument. On remarque sur le corps principal rectangulaire que les enfants de Ptolémée et Bérénice étaient regroupés par sexe, ce qui donnait un certain rythme à la composition. Un homme était suivi d'une femme, de 2 filles et enfin des 3 fils. Le plan en gamma présente une extrémité plus profonde que l'autre, ce qui permet d'asseoir, par exemple, l'effigie du dieu de taille plus importante que les autres personnages figurant sur le reste de la base. Ce type de base, qui constitue une variante de la base rectangulaire allongée, a été employé à 3 reprises par les dédicants de Delphes. Les 2 premiers exemples, vous avez la situation à l'écran, se situaient côte à côte sur le côté nord du tronçon sud de la voie sacrée, juste après la porte sud-est du sanctuaire.
Il s'agit de l'offrande arcadienne Atlas 105 et d'une offrande anonyme Atlas 107. La première, la plus à l'est, est celle que le Koinon des Arcadiens a élevée après une victoire sur les Lacédémoniens en 369 avant Jésus-Christ. La base rectangulaire à 3 degrés est conservée in situ. Elle est alignée le long de la voie de circulation et contre le portique Atlas 108 qui lui est antérieur ou contemporain. Les 9 blocs de base portent 9 statues de bronze dont l'identité nous est révélée par les inscriptions et par la description de Pausanias qui donne la liste des statues, le nom des sculpteurs et l'occasion de la dédicace. La base présente une extrémité plus profonde que l'autre. Le côté est a presque 3 pieds, hein, donc vous le voyez mieux sur le dessin, de profondeur, tandis que celui de l'ouest ne mesure que 2 pieds. La taille plus importante de la statue d'Apollon à l'extrémité est a dû dicter son plan à la base. Au IIIe siècle, la base anonyme voisine, donc, qui se situe vraiment juste à côté de la base des Arcadiens, sur la fondation 107, reprit le principe de la base arcadienne, à la fois par son emplacement et son plan en gamma. Cependant, les dimensions de cette nouvelle offrande, qui mesure seulement 5,48 m de longueur, ne permettaient de dresser que 4 ou 5 statues. Les dédicants, qui ne sont pas connus, ont volontairement installé leurs statues de façon semblable aux Arcadiens, en utilisant eux aussi la colonnade du portique 108 comme mur écran pour leurs effigies de bronze qui se trouvaient là. Enfin, un troisième groupe, ici, a été installé sur un support en forme de gamma. C'est l'offrande des Béotiens, Atlas 211, datée du début de la seconde moitié du IIIe siècle. Il est possible que, comme sur la base des Arcadiens, une statue de Dieu ait occupé le côté ouest de la base, plus développée, qui repose sur un socle de 3 assises. Pour donner une taille supérieure à la statue du dieu pythien, il fallait créer un type de base élargi à son emplacement. Le plan en gamma peut sembler novateur, il n'était en fait qu'une nécessité technique. Il est intéressant de constater que les trois bases de ce type sont situées parallèlement à une voie. L'excroissance de l'une des extrémités, intéressante pour la mise en espace d'un groupe mêlant humain et divin, n'empêchait pas l'alignement du côté le plus long de la base par rapport à une voie de circulation. Dans la partie orientale de la terrasse de l'Amphiaraon d'Europos, la première base de la série a une forme inhabituelle. Un corps saillant, ici, est disposé en avant au centre du massif rectangulaire allongé, de telle sorte que la base a une forme de T ou de tau. Ce type de base avait été employé auparavant, à la fin du IIIe ou au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, à Lycosoura en Arcadie, dans le sanctuaire de Déméter et d'Espina, pour le groupe cultuel de Damophon de Mécène, composé de 2 statues trônant en position centrale et de 2 statues debout de part et d'autre du couple central, particularité qui explique le recours à cette forme originale de base. On a donc bien l'adaptation du support au nombre de figures et à la dimension des figures. Les bases de plan centré, carrées, existent elles aussi depuis l'époque archaïque. Elles sont utilisées pour 2 types de statues, les colosses et les quadriges. Les exemples les mieux connus sont ceux des sanctuaires de Samos, de Delphes et d'Olympie, ou encore ceux de l'acropole d'Athènes. Ces supports se développent en hauteur à partir du IVe siècle, afin que le groupe statuaire qu'ils portent émerge au-dessus des autres consécrations sculptées. Si dès l'époque archaïque, les statues pouvaient être exposées sur des supports en hauteur, les piliers quadrangulaires, monumentaux, apparaissent au IVe siècle et connaissent un large succès à Delphes, au IIIe et au IIe siècle, à Delphes et ailleurs. Le pilier des Rhodiens à Delphes semble être le prototype des piliers véritablement monumentaux. Ce type de support de statue, connu en d'autres lieux, constitue une extension, un développement en plan et en hauteur des bases à orthostates pour les statues équestres qui étaient à la mode au même moment. Pour la mise en espace des groupes statuaires, les anciens ont également mis au point des bases courbes qui présentent des avantages certains par rapport aux bases quadrangulaires. Pour les groupes en plein air, comme pour ceux qui sont abrités dans un bâtiment, ces bases courbes unifient la représentation sculptée et évitent l'uniformité, la relative monotonie des groupes sur base rectiligne. Parmi ces bases courbes, on distingue les bases en arc de cercle, les bases semi-circulaires et enfin les bases dites en fer à cheval, dans lesquelles le demi-cercle est prolongé par 2 tronçons rectilignes. Les premières bases courbes datent de l'époque archaïque, mais c'est surtout au Ve siècle que les Grecs employèrent plus largement ce dispositif pour installer des groupes statuaires. Les inscriptions déliennes mentionnent à la fin de la période des hémikycliones, ce qui montre que les anciens avaient conscience de la spécificité de cette forme de support par rapport aux bases rectangulaires beaucoup plus courantes. Les campagnes de fouilles allemandes, au lieu dit Kokkinolaka, ont mis au jour un espace interprété comme un petit sanctuaire sur la voie menant de Milet à Didyme.
une base semi-circulaire a été découverte sur la terrasse supérieure de l'enclos, ainsi que des fragments d'au moins 5 statues féminines et 6 ou 7 statues masculines assises. La base est datée de la seconde moitié du VIe siècle par le matériel céramique. Cet exemple constitue donc la première attestation de ce type de dispositif d'exposition que les concepteurs de plusieurs groupes sculptés des sanctuaires de Zeus à Olympie et d'Apollon à Delphes mirent également à profit à partir du milieu du Ve siècle avant Jésus-Christ. À Olympie, la première base en arc de cercle servait de support à une offrande des Achéens, constituée de 9 statues de bronze d'Onatas d'Égine, qui sera traitée demain par Christina Leopold. Et la deuxième offrande sur base courbe d'Olympie est celle des Apolloniates, œuvre de Lycios, fils de Myron, représentant des duels opposant un grec à un barbare. Il est probable que le monument des Achéens a dû inspirer Lycos dans le choix de la forme du support. La composition tympanale du fronton est du temple, qui présentait la course de chars qui opposa Pélops à Oinomaos, n'est sans doute pas étrangère non plus à ce choix. Zeus, dans le groupe des Apolloniates, figure au centre du fronton. Zeus figure au centre du fronton, et dans le groupe des Apolloniates, les divinités, elles aussi, sont au centre. Elles pouvaient être de taille légèrement supérieure à celle des héros, si bien que le groupe avait peut-être une allure tympanale, avec du centre vers les extrémités, des statues de taille décroissante. Nous retrouvons cette composition tympanale dans le premier groupe du Dionysion de Thasos, dont je parlerai tout à l'heure. Les exemples d'Olympie précèdent dans le temps les hémicycles argiens de Delphes, celui des Sètes et des Épigones au sud de la voie de circulation, et l'hémicycle dit des rois d'Argos en face du premier, au nord de la voie. On a la situation ici, le premier hémicycle des Argiens et le second qu'on appelle celui des rois d'Argos. Dans la niche des rois d'Argos, la base en hémicycle est combinée avec une niche hypètre qui abrite la base et les statues. Les statues dans ce monument des rois d'Argos étaient simplement alignées les unes à côté des autres, mais le concepteur du groupe avait fait alterner statues masculines et statues féminines, ce qui devait animer la composition. Le rapport entre les statues et la niche est intéressant. D'une part, en effet, seule la moitié gauche de la base, donc ça on ne voit pas sur cette photo, mais seule la moitié gauche de la base a accueilli des statues, donc ici. Et nous ignorons s'il faut voir là la volonté des bâtisseurs réalisant qu'il y avait peu de recul pour apprécier l'ensemble de l'hémicycle, ou bien si le monument est inachevé. D'autre part, la base n'est pas accolée au mur de fond de la niche, ce qui était certainement préférable pour la mise en place des statues, et devait surtout permettre de les disposer sans qu'elles aient l'air collées au mur de fond de la niche qui les abrite. Les cavités conservées sur la moitié gauche de la base montrent que les statues n'étaient pas toutes disposées de la même façon, ce qui témoigne là encore d'une volonté d'aérer la composition. Parmi les bases courbes, support d'un groupe statuaire, il faudrait encore évoquer les exèdres indépendantes semi-circulaires, plus répandues que les exèdres indépendantes rectangulaires ou en forme de pie que j'ai déjà évoquées. Mais je les laisse de côté car elles ont été plus systématiquement étudiées. Ces supports, qui permettent au groupe d'exister, sont la plupart du temps disposés en plein air. Mais certains dédicants ont procédé différemment en abritant leur groupe statuaire dans un bâtiment. Ce dernier peut être construit ad hoc afin d'accompagner l'exposition du groupe, qui peut être également inséré dans un bâtiment préexistant et dont la fonction première était tout autre. À Delphes, c'est le cas du groupe familial de Daokos II, dont l'installation inachevée a été prévue dans le trésor du Koinon des Thessaliens, sur une terrasse au nord-est du temple d'Apollon. Vous avez la situation ici. Contrairement au trésor de l'époque archaïque, le trésor des Thessaliens n'a pas une architecture raffinée. Au-dessus des orthostates, les murs étaient selon toute vraisemblance en briques crues. Offrande du Koinon des Thessaliens, ce bâtiment bien situé dans l'Apollonion correspond tout de même dans l'esprit, si ce n'est dans les formes, au trésor offert par les cités de toute la Grèce et la Grande Grèce depuis l'époque archaïque. Une trentaine d'années seulement séparent la construction du bâtiment, daté vers 361 avant notre ère, de la mise en place du groupe de Daokos II, vers 336-332. Le trésor du Koinon des Thessaliens est, comme la grande majorité de ces édifices, muni d'une porte, ménagée dans l'un de ses petits côtés, ici le côté ouest, mais le groupe sculpté prévu dans le bâtiment n'était pas disposé dans l'axe de cette porte. Au contraire, la base du groupe sculpté de Daokos II a été installée le long du mur nord du bâtiment, à main gauche pour qui entrait. De l'autre côté, le long du mur sud,
Une autre série de 8 statues devait faire pendant au groupe familial, mais le lit d'attente des blocs n'a jamais été travaillé. Le parement intérieur des orthostates du bas du mur nord, contre lequel s'appuie le groupe statuaire de Daokos, je me suis perdue, aujourd'hui masqué donc par la base, avait été travaillé, ce qui montre qu'il était visible avant que ce massif long de 11,54 m ne vienne à être placé devant lui. Donc il a été visible pendant la trentaine d'années entre la construction du trésor et l'insertion du groupe. Ce qui frappe l'esprit lorsque l'on regarde avec attention le plan du bâtiment et les bases qui occupaient les côtés nord et sud, c'est l'incongruité de cette disposition. Aucune structure ne fait face à la porte. Il fallait entrer dans le bâtiment pour pouvoir apprécier le groupe dans toute son étendue. En se plaçant au centre du bâtiment et en regardant vers le nord, le visiteur antique pouvait englober du regard le groupe de 9 statues masculines disposées de ce côté-là. Il fallait ensuite, si le monument avait été achevé, lui tourner le dos et faire face au sud pour voir la suite de la dédicace. En choisissant de placer ce groupe familial dans un bâtiment préexistant, Daokos ne s'inquiétait pas de l'originalité de son offrande ou de la façon dont elle serait vue par les pèlerins du sanctuaire d'Apollon. Son choix n'est pas anodin, car en isolant son groupe familial des autres groupes votifs et honorifiques qui se dressaient en nombre dans le sanctuaire de Delphes, il lui conférait un caractère particulier que je qualifierais volontiers de sacré. Il fallait entrer dans l'édifice pour voir les statues, protégées, abritées dans le trésor, comme une statue divine dans la cella d'un temple. En cela, l'ensemble du monument, trésor thessalien et groupe familial de Daokos II, constitue l'une des offrandes les plus réussies de Delphes. La seconde catégorie d'écrins réunit des structures conçues cette fois pour abriter un groupe sculpté et sa base adéquate. Un édifice prostyle du sanctuaire de Dionysos à Thasos, accueillant un groupe sculpté de 9 statues en marbre, associe 2 des caractéristiques que je distingue pour leur efficacité en matière de présentation des groupes. Une colonnade en façade ne comportant que 4 colonnes et une basse-courbe, support du groupe, bien à l'abri dans le fond de la pièce qui constituait la partie principale du monument, la colonnade et la basse-courbe ici sur le plan. La composition tympanale du groupe sculpté est d'autre part l'un des aspects les plus originaux de ce monument. Enfin, la situation en hauteur du monument sur le podium, surélevé sur un podium qui constitue le sous-bassement, permettait de l'élever au-dessus des autres structures et des autres statues généralement exposées sur des bases basses. Dans le sanctuaire, le bâtiment et les statues qui l'abritaient dominaient les lieux consacrés à Dionysos. Seule la moitié droite de la base en arc de cercle, qui occupe le fond de la pièce du monument, est conservée. Les blocs de la partie gauche manquent. Il est possible que la base, et donc la construction, n'ait jamais été achevée. Dans l'état actuel, cette base portait des statues de marbre de taille variée, comme l'attestent les cuvettes d'encastrement conservées au lit d'attente de l'assise porte-statue, et les morceaux de sculpture préservés. L'assise porte-statue repose sur une fondation constituée de nombreux blocs irréguliers, qui lui donnent déjà sa forme en arc de cercle. Cette assise de fondation est conservée sur une plus grande longueur que l'assise porte-statue, qui indique donc que la moitié gauche de la base qui manque avait bien été prévue dès le départ. Les blocs de l'assise porte-statue sont moulurés en haut et en bas, ce qui indique le degré de raffinement du monument. La face antérieure de ces blocs de base porte des inscriptions qui ont permis d'identifier les figures exposées là. Un Dionysos colossal au centre, dont vous avez ici la tête, était entouré des genres théâtraux et musicaux et de figures qui, perdues ou jamais réalisées, restent anonymes pour nous. La tragédie était une statue de taille humaine ou un peu plus grande, figure féminine portant probablement un péplos et tenant un masque de vieillard dans une main. La comédie, que vous avez ici, figure féminine vêtue d'un chiton et d'un himation, était elle aussi une statue de taille naturelle. En revanche, les 2 dernières, qui figuraient sur la base pour laquelle on n'a que les cuvettes d'encastrement, étaient de taille nettement inférieure. Il s'agissait du dithyrambe et du nyctérinos, des statues donc bien plus petites que la taille naturelle, comme l'indiquent les dimensions des cuvettes d'encastrement qui accueillaient leurs plaintes. La mise en place des statues constitue l'une des originalités du groupe du monument votif du Dionysion qui doit être soulignée. Ouverture en façade, mais protection du groupe au sein d'une pièce fermée sur 3 côtés, colonnade en façade rappelant la grande architecture, celle des temples et des portiques, et enfin composition tympanale mêlant des statues de tailles différentes, sont des caractéristiques que j'ai pu relever séparément pour d'autres écrins du IVe siècle, mais que seul le monument du sanctuaire de Dionysos de Thasos réunit. La construction, quelques décennies plus tard, d'un second monument du même type, ici, témoigne de l'émulation qui régnait entre les dédicants.
et que j'ai déjà évoqué à Delphes par exemple. En effet, un groupe statuaire composé de 5 figures dionysiaques en marbre a été installé sur une base courbe, semblable à celle que je viens de présenter, installée sur une plateforme rectangulaire précédée d'une colonnade. Malheureusement, l'état de conservation de ce second monument du Dionyson thasien ne permet pas d'en préciser la restitution. Les vestiges permettent cependant de comprendre que les dédicants, comme je l'ai montré à Delphes, ont dû s'inspirer de la réalisation de Praxias pour la conception de cette offrande monumentale un peu moins ambitieuse que la première. Parmi les écrins architecturaux conçus pour abriter un groupe statuaire, on distingue les monuments indépendants, que je viens de présenter, des pièces ouvrant en arrière d'un portique. Un dernier exemple en Achaïe permettra sans doute de nuancer un peu ce que j'ai tenté de démontrer. Il s'agit d'une pièce identifiée comme le Tikeion, sanctuaire de Tiké à Eigira. Vestiges et textes de Pausanias permettent d'assurer une reconstitution assez fiable de ce groupe statuaire du IIe siècle. La base est haute de... Voilà, je ne sais pas ce qui se passe, il veut pas rester sur ma diapo. La base est haute de 85 cm. Elle est accolée à la paroi du fond de la pièce, donc on la voit bien ici, même si le relevé n'est pas très net. On voit donc qu'il s'agit d'une base en forme de pie, constituée d'une partie principale rectangulaire dans le fond, ici, et de 2 avant-corps latéraux, ici et ici. En réalité, le corps principal n'est pas exactement rectangulaire, il s'élargit vers l'ouest. De la même façon, les 2 avant-corps latéraux n'ont pas la même longueur. On comprend bien, une nouvelle fois, avec cet exemple, combien la nature de la base est liée au statut qu'elle porte et au lieu qui les accueille. La base est constituée au-dessus d'une assise de réglage de 2 assises de blocs rectangulaires réguliers. La première assise, plus haute que la deuxième, débordante, qui constitue l'assise de couronnement porte-statue. Sur le lit d'attente de cette assise sont conservées les cavités d'encastrement pour les statues. Certaines contiennent même les restes du bronze qui a servi à leur fixation. D'après la description de Pausanias, on restitue de part et d'autre d'une Tiké et d'un Eros Colosso un groupe familial composé de 7 statues de taille naturelle. 9 statues ont donc dû prendre place sur la base en pie de ce Tikeion d'Eigira. L'ensemble constitue un groupe composé d'effigies de taille variée, figures colossales et figures de taille naturelle ou inférieure. Il est probable que ce Tikeion a été conçu comme un écrin ouvert en façade afin que le groupe sculpté soit visible depuis l'intérieur de la pièce pour quelqu'un se trouvant depuis l'extérieur de la pièce pour quelqu'un se trouvant dans le portique sur lequel donne la structure. Donc pour quelqu'un qui se trouvait ici, on n'avait pas besoin d'entrer dans la pièce pour percevoir le groupe. Sur plus de 10 mètres de longueur, on avait disposé un groupe cultuel colossal entouré de 7 figures humaines liées à l'histoire locale. Il est hélas impossible de restituer la disposition et l'allure exacte de ce groupe statuaire, mais il faut souligner qu'il s'agissait là d'un groupe imposant. Pourtant, les dimensions de la pièce ne semblent pas faites pour accueillir autant d'effigies sculptées. L'analyse des cavités d'encastrement conservées au lit d'attente de la base a permis de montrer que certains des personnages évoqués par le Puriéget devaient être de toute petite taille. Leur ancrage dans la base n'a pas laissé de traces nettes. La base en forme de pie, comme je l'ai rappelé plus tôt, présente l'avantage de pouvoir associer une file de statues sur le massif rectangulaire principal et d'autres statues sur les ailes latérales. Il n'est donc pas étonnant que ces types de bases aient été choisis pour le Tikeion d'Eigira, dont la largeur ne permettait pas le regroupement de toutes les statues du groupe entourant Tiké et Eros. Il paraît clair que le sculpteur responsable de cette création d'époque hellénistique a su adapter la forme de la base à la fois au bâtiment dont il disposait, mais aussi au nombre de statues qui devaient figurer dans cette pièce dédiée au panthéon local et à l'histoire de la cité. J'ai tenté dans cette communication de vous montrer la grande variété des situations connues pour l'installation et l'exposition des groupes statuaires dans le monde grec. Les types d'associations rencontrées témoignent de l'extraordinaire volonté de la part des commanditaires ou des sculpteurs chargés de la réalisation de ces groupes d'adapter le support aux statues et à leur environnement immédiat. Ainsi, nous avons rencontré des groupes cultuels paratactiques sur une base en forme de tau ou de pie, des groupes honorifiques paratactiques sur une base rectiligne, sur une base en forme de tau, sur une base en forme de pie ou encore sur une base en arc de cercle. Enfin, des groupes votifs paratactiques ou hypotactiques sur des bases en forme de gamma ou des bases semi-circulaires. Afin de bien comprendre les spécificités des bases pour les groupes statuaires, nous avons également remarqué qu'il fallait être sensible à la distance de la base avec son environnement, la structure qui l'abrite et les autres bases ou monuments voisins. Dans certains cas, la base du groupe est adjacente au mur qui l'accueille, ainsi les groupes de Daokos II et du Tikeion, très proche du monument contre lequel on l'a installé, ainsi les Arcadiens à Delphes ou les Ptolémées à Thermos.
Dans d'autres cas, un espace commode est ménagé entre l'arrière de la base et le mur contre lequel se détachent les statues, ainsi les rois d'Argos à Delphes ou le groupe du Dionyson de Thasos. Enfin, certaines bases sont nettement plus libres lorsqu'elles sont en plein air dans un espace relativement vacant au moment de leur érection, ainsi l'enclos sacré de Kokkinolaka, les épigones et chefs à Delphes ou les Apolloniates à Olympie. Je vous remercie.